Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à la conférence consacrée à l'intelligence artificielle dans la traduction. Nous allons explorer à la fois les limites et les possibilités offertes par la traduction automatique en prenant la langue française comme exemple et comme point de départ. Il s'agit de comprendre où la machine excelle, où elle échoue et pourquoi l'intervention humaine reste essentielle. Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à un développement extrêmement rapide de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine du traitement automatique des langues. Les outils de traduction automatique tels que Google Translate, DeepL ou ChatGPT se sont imposés dans notre quotidien et leur succès repose sur plusieurs facteurs. D'abord, leur accessibilité immédiate. Ils sont disponibles en ligne, souvent gratuitement. Ensuite, leur rapidité d'exécution. Et enfin, une qualité de traduction qui s'est considérablement améliorée grâce aux modèles neuronaux. Aujourd'hui, ces outils ne sont plus utilisés uniquement de manière occasionnelle. Ils font partie des pratiques quotidiennes pour la communication rapide, pour diffuser des informations multilingues, pour comprendre et traduire des documents. Et cette généralisation pose donc une question fondamentale. Si ces systèmes sont rapides, accessibles et de plus en plus performants, quelle est encore la place du traducteur humain? La traduction automatique est une traduction réalisée non par un être humain, mais par un système informatique. Et contrairement aux premières générations de traducteurs automatiques, fondés sur des règles grammaticales et des dictionnaires bilingues, les systèmes actuels reposent principalement sur des modèles neuronaux. Aujourd'hui, la majorité d'outils utilisent ce qu'on appelle des réseaux neuronaux artificiels, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Et ces systèmes s'appuient sur l'apprentissage profond, ou deep learning en anglais, qui leur permet d'analyser d'immenses quantités de données linguistiques. Les modèles sont entraînés sur de vastes corpus bilingues, c'est-à-dire des millions, voire des milliards de phrases traduites par des humains. Et à partir de ces données, ils apprennent à établir des correspondances statistiques complexes entre les langues. Le résultat est une production extrêmement rapide de textes généralement cohérents et grammaticalement corrects. Cependant, cette cohérence repose sur des probabilités mathématiques et non sur une compréhension réelle du sens, et c'est précisément cette distinction entre cohérence formelle et compréhension sémantique qui constitue l'un des enjeux centraux du débat sur les limites de la traduction automatique. L'un des principaux atouts de la traduction automatique est sa rapidité exceptionnelle. En quelques secondes, un texte entier peut être traduit, quelle que soit sa longueur. Et cette instantanéité représente un avantage considérable dans un contexte professionnel où le temps est souvent un facteur décisif. Et deuxièmement, le coût est fortement réduit. De nombreux outils sont gratuits ou bien moins coûteux qu'une traduction humaine, ce qui les rend particulièrement attractives pour, par exemple, les petites entreprises ou les communications internes. Un autre avantage important est la disponibilité permanente. Ces systèmes fonctionnent 24 heures sur 24, sans interruption, ce qui permet une utilisation immédiate à tout moment. Et en ce qui concerne la qualité, les performances sont généralement bonnes pour certains types de textes, notamment les textes informatifs, les instructions techniques simples ou la communication quotidienne. Dans ces cas-là, le langage est souvent standardisé, peu ambigu et moins chargé stylistiquement. Par exemple,
la traduction d'un mail professionnel standard du français vers les polonais comme une demande d'information ou une confirmation de rendez-vous est souvent tout à fait satisfaisante lorsqu'elle est réalisée par un système automatique. Et ces avantages expliquent pourquoi la traduction automatique est devenue un outil largement intégré dans les pratiques quotidiennes. Toutefois, comme nous le verrons, ces performances varient selon le type de texte et le degré de complexité linguistique. D'abord, au niveau linguistique et stylistique, l'IA a du mal avec les textes littéraires, avec le rythme, les métaphores, et elle peut se tromper quant aux subtilités grammaticales comme les subjonctifs ou les accords. Elle gère mal les ambiguïtés lexicales et les faux amis. Et sur le plan fonctionnel, la traduction est souvent littérale, sans intention ni jugement critique, et il existe un risque de biais. Au-delà des difficultés purement linguistiques, la traduction se heurte à des limites culturelles particulièrement importantes. Tout d'abord, les références culturelles posent un problème majeur. Un texte peut contenir des allusions à l'histoire, à la littérature, à la politique ou à des réalités sociales propres à un pays. Et pour comprendre et traduire correctement ces éléments, il faut disposer d'un savoir contextuel que la machine ne possède pas réellement. Le jeu des mots constitue une autre difficulté. Il repose souvent sur des ambiguïtés phonétiques ou lexicales propres à une langue. La traduction automatique qui fonctionne principalement sur des correspondances statistiques a du mal à recréer cet effet ludique dans la langue cible. Il en va de même pour l'ironie et l'humour, et ces phénomènes impliquent une distance entre ce qui est dit et ce qui est réellement signifié. Détecter cette distance nécessite une interprétation pragmatique fine et liée à l'intention du locuteur. Les connotations historiques représentent également un enjeu important. Certains mots ou expressions portent une charge symbolique ou mémorielle qui dépasse leur sens littéral. Puis, on parle aussi de l'incapacité à adapter le registre des langues formelles ou familières. Prenons l'exemple d'une expression idiomatique française traduite vers le polonais. Et si l'on traduit mot à mot, le résultat peut être incompréhensible ou absurde. Il faut identifier l'équivalent culturel, non la correspondance lexicale. C'est pourquoi on peut résumer la différence ainsi. La machine traduit les mots. Le traducteur traduit les sens. Et c'est précisément cette capacité d'interprétation culturelle qui constitue la limite la plus profonde de la traduction automatique. La performance de l'IA varie considérablement selon la typologie des textes. Elle est particulièrement efficace pour les textes techniques où la structure et la précision dominent, malgré le défi de la terminologie spécialisée. Dans le domaine juridique, ces résultats restent moyens en raison des ambiguïtés et de la complexité interprétative. Et l'IA montre des limites plus marquées dans les textes de marketing et surtout littéraires, où la créativité, le style et l'usage de la métaphore jouent un rôle essentiel. Regardons comme exemple ce texte concernant un grand nombre d'expressions idiomatiques qui sont en fait les défis à l'intelligence artificielle. Des formules comme être des mauvais poils, prendre une prune, en avoir sa claque, jouer des malchances ou renvoyer l'ascenseur ne peuvent pas être compris littéralement. Donc, elles exigent une compréhension du contexte culturel et émotionnel. Et pour l'IA, ce type de texte représente un défi important car le sens repose largement sur des implicites, des images et des nuances propres à la langue. Ici, on peut voir que l'intelligence artificielle a bien compris le texte et elle n'a pas utilisé
les équivalents polonais. Elle n'a pas utilisé les expressions idiomatiques polonaises, mais elle a trouvé les mots avec la même signification. Regardons un autre exemple, un titre de la presse française. Delphine Vigon, je suis une actrice perméable à son époque, où l'intelligence artificielle nous propose 3 traductions. Delphine de Vigon, jestem aktorką podatną na wpływy swojej epoki. Delphine de Vigon jako aktorka wrażliwa na ducha swojej epoki i Delphine Vigon, aktorka, która chłonie czasy, w których żyje. Toutes les 3 traductions sont parfaitement acceptables. Pareil pour le petit texte Paris avec des ados, on mange où, on dort où, on fait quoi. L'intelligence artificielle a compris et a bien traduit tous les mots, même un peu familiers comme ado. Les problèmes commencent là où apparaissent des ambiguïtés lexicales. Je demandais à l'intelligence artificielle de me proposer de trouver une expression où on peut trouver une ambiguïté lexicale et l'intelligence artificielle m'a proposé, il a soutenu la thèse de son ami. Elle a tout de suite proposé aussi la traduction on poparł tezę swojego przyjaciela. Et aussitôt, elle s'est rendue compte que cette traduction n'était pas peut-être correcte. Donc, elle l'a corrigeait en disant en français, soutenir une thèse signifie aussi défendre une thèse universitaire. Donc, la traduction correcte selon le contexte académique serait obronił pracę doktorską swojego kolegi. Et là, on voit qu'il l'IA a complètement échoué en nous proposant une traduction qui n'est pas correcte, qui n'a pas de sens, en plus la phrase qui ne correspond pas à notre réalité. Regardons un autre exemple, syntaxe et grammaire, contexte culturel. Et dans le texte français concernant la ville de Saint-Malo, on peut lire impressionnant donjon médiéval du XIVe siècle, El Servet, et l'IA traduit imponująca średniowieczna donjon z XIV wieku służyła. Donc, il n'a pas bien compris le contexte grammatical ici. Et pareil pour le passage suivant, disons sur l'histoire des Cap Ornier. Comme l'intelligence artificielle n'a pas trouvé l'équivalent en polonais, elle a essayé de décrire en disant que des Cap Ornier sont kapitanowie żaglowców z przylądka Horn. À mon avis, une traduction à vérifier. Un vrai problème commence avec des jeux de mots. Antoine Verglas, une présence glaçante dans les Epstein Files. Et là, on voit bien cette liaison entre verglas et glaçante. Et cette liaison, ce jeu de mots disparaît dans la traduction polonaise parce qu'il n'y a plus de liaison entre le nom verglas et les adjectifs polonais comme lodowata, mrożąca, oblodzona. Un autre exemple, un ministre de logement pas très social. Nous, on comprend tout de suite logement social, mais encore une fois, cette liaison et ce jeu de mots disparaît dans la traduction polonaise. On ne voit pas tellement quelle est la relation entre le ministre du logement et ce qu'on appelle social. Un exemple très intéressant, Trump charbonne pour le pollueur. Donc, nous avons le charbon qui pollue l'environnement et le verbe charbonner qui peut signifier travailler, travailler dur. Là, dans le texte polonais, encore une fois, ce jeu de mots disparaît. Et la phrase polonaise est beaucoup plus faible que la phrase française. L'IA a aussi du mal à traduire les néologismes. Donc, la phrase française dit « Test, êtes-vous introverti, extraverti ou ambiverti ou encore autroverti ?» Donc, on comprend autroverti, autre que. Et l'intelligence artificielle nous propose le mot autroverti, qui est quand même complètement incompréhensible dans la langue
cible. C'est pourquoi c'est la post-édition qui a une très grande importance ici. Le processus de post-édition dans la traduction professionnelle consiste à corriger et à vérifier un texte généré par un système de traduction automatique par un humain, qui est appelé biotraducteur ou post-éditeur. Et l'objectif de ce processus est d'éliminer les erreurs de la machine et d'amener le texte à un niveau de qualité permettant son utilisation professionnelle. Et la post-édition est devenue un élément central de la traduction professionnelle à l'ère de l'intelligence artificielle, parce que le traducteur ne crée plus les textes de zéro. Il plante le résultat brut de la machine et transforme pour atteindre un niveau de qualité professionnelle. La post-édition corrige les erreurs de la machine, qu'elles soient grammaticales, terminologiques, culturelles ou autres, et peut être effectuée à différents niveaux selon les besoins. Et l'avantage est clair, elle permet un gain de temps et de coût, surtout pour les textes techniques ou urgents. Et même avec l'automatisation ou l'appel, l'intervention humaine reste indispensable car aucune machine ne peut reproduire entièrement le style et la voix de l'auteur, notamment dans le texte littéraire ou promotionnel. Comme j'ai déjà dit, la post-édition peut être effectuée à différents niveaux selon les besoins. Donc, on parle ici de la post-édition légère, appelée aussi la post-édition rapide, qui est prévue pour les textes à usage informatif ou interne, qui doivent être rapidement disponibles. Et elle vise à rendre correctement le sens du texte source et réaliser le moins de modifications possibles. De l'autre côté, il y a la post-édition complète, appelée aussi la post-édition conventionnelle, qui est prévue pour les documents qui sont publiés ou largement diffusés et qui nécessitent un certain niveau de qualité. Et elle vise à fournir un texte aussi proche que possible de ce qu'aurait été une traduction humaine. Avec l'essor de la traduction automatique, le rôle du traducteur évolue considérablement. Il ne se limite plus à produire des textes de zéro. Aujourd'hui, le traducteur devient avant tout un post-éditeur, c'est-à-dire il révise, corrige et améliore les traductions générées par les systèmes automatiques. Et il agit également comme spécialiste interculturel, capable d'adapter les textes au contexte culturel du public cible en tenant compte des références culturelles, du registre de langue et des nuances stylistiques. En outre, le traducteur moderne est un expert en terminologie, garant de la cohérence des termes techniques et professionnels et surtout un garant de la qualité finale du texte traduit. Il assure que le message soit fidèle, clair et approprié à son usage. Et cette mutation implique de nouvelles compétences. Le traducteur doit maîtriser les outils de traduction assistés par ordinateur et savoir les utiliser efficacement. Il doit aussi exercer une vérification critique des résultats produits par l'IA, détecter les erreurs, les ambiguïtés ou les maladresses et décider quand intervenir pour corriger ou améliorer la traduction. En résumé, l'IA ne remplace pas le traducteur, mais transforme profondément son métier, le rendant à la fois plus technologique, plus analytique et plus stratégique. Face au développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la traduction, deux visions s'opposent. La première affirme que l'IA remplacera les traducteurs humains. Et selon cette perspective, la rapidité, la disponibilité et l'amélioration continue des systèmes automatiques pourraient rendre le travail humain superflu, au moins pour certaines catégories de textes. La deuxième vision est plus nuancée. Elle considère que l'IA assistera les traducteurs plutôt que de les remplacer. Ici, la machine est un outil puissant
qui augmente l'efficacité et la productivité, tout en laissant au traducteur le rôle de décider, de contrôler et d'interpréter. Et aujourd'hui, la réalité tend à confirmer cette deuxième approche. L'IA permet de produire rapidement des traductions cohérentes, mais elle ne remplace pas la compétence humaine dans les contextes complexes, tels que par exemple les textes littéraires, les documents culturels, juridiques ou techniques qui nécessitent un jugement critique. Ainsi, plutôt que de voir l'IA comme une menace, il est plus pertinent de la considérer comme un partenaire de travail qui transforme le rôle du traducteur et lui permet de se concentrer sur les aspects créatifs et stratégiques de son métier. Et ce tableau résume de manière synthétique les différences fondamentales entre la traduction humaine et la traduction automatique. Tout d'abord, l'intentionnalité. Le traducteur humain comprend l'objectif de la communication et choisit ses mots en fonction de ce but. L'IA ne possède pas d'intention propre. Elle se contente de générer une traduction statistique ou neuronale basée sur des modèles appris. Ensuite, l'interprétation. Le traducteur humain interprète le sens, les nuances, les implicites et les connotations culturelles. L'IA ne fait qu'une simulation. Elle calcule la probabilité que certains mots ou phrases correspondent à un sens donné, mais sans véritable compréhension. L'adaptation culturelle est également un point clé. Le traducteur humain ajuste le texte selon le contexte culturel du lecteur cible, tandis que l'IA reste limitée et peut passer à côté de références implicites, d'humour et des registres de langue. En matière de responsabilité éthique et pas seulement éthique, juridique aussi, le traducteur humain assume les conséquences de ses choix et veille à respecter les normes. Et l'IA, elle n'a aucune responsabilité. Donc, toute erreur ou biais reste à la charge de l'utilisateur. Et enfin, la créativité, l'humain peut produire des formulations originales, recréer le style et jouer avec les mots. L'IA, en revanche, ne fait que recombiner des éléments existants appris à partir de corpus. Elle peut parfois produire des résultats surprenants, mais elle ne crée pas vraiment. En conclusion, malgré ses performances impressionnantes, parce que l'IA excelle dans la vitesse, le volume, les standardisations, elle ne peut pas remplacer le traducteur humain dans les contextes complexes, culturels ou littéraires. Elle reste toujours limitée face à l'ambiguïté, à l'humour, à la littérature et surtout à la responsabilité juridique. Donc, elle reste un outil puissant, mais toujours au service de l'expertise humaine. Merci beaucoup de votre attention.